Jean-Pierre Bacot, bonjour et bienvenue au Salon maçonnique du livre de Paris de l'Institut maçonnique de France. Vous êtes le rédacteur en chef de Critica Masonica, une revue critique et académique du fait maçonnique qui sort un petit peu de l'ordinaire, il faut le dire, qui fête aujourd'hui ses 5 ans d'existence et dont le numéro 10 vient de sortir. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est la genèse finalement de cette nouvelle revue? Pour être très franc, c'est à la fois très pensé et très empirique. Je suppose que je ne suis pas le seul à vous dire ça dans le monde des revues. C'est-à-dire que nous avons essayé au début, et nous y tenons, d'être à la fois variés dans nos sujets et d'avoir quand même une ligne directrice, à savoir éclairer le fait maçonnique à la fois par son fond et par ses marges. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement. D'abord, prendre des sujets traditionnels mais approfondis, par exemple l'archéologie des rituels ou des choses comme ça, mais aborder aussi les choses par l'aspect philosophique et surtout ne pas se contenter de la franc-maçonnerie. Vous envisagez la maçonnerie sous un aspect essentiellement culturel et vous nous dites employer des outils de sciences humaines. Alors justement, quel est l'apport de la revue par rapport à ce qui se fait d'une manière courante sous cet angle si particulier qui est Critica Masonica? Disons que dans les sciences humaines, l'histoire de la maçonnerie, nous n'avons pas de leçons à donner, même si nous avons parfois des articles là-dessus. C'est un terrain qui continue à être parfaitement labouré par des spécialistes éminents qu'on retrouve tous ici dans ce salon. Si on regarde la géographie, si on regarde la sociologie, si on regarde l'anthropologie, et si on regarde aussi, cette fois-ci, non pas en termes de discipline, mais en termes de champ, les sociétés fraternelles ou disons le paramaçonnique dans son ensemble, c'est ça que nous avons essayé de prendre en compte. Moi j'avais une certaine sensibilité pour ça, puisque j'ai fait un travail universitaire sur les sociétés fraternelles qui m'a permis moi-même de me rendre compte à quel point, surtout dans le monde anglo-saxon, ce qu'on appelait de façon un peu péjorative de poor maçonnerie, la maçonnerie du pauvre était quand même une richesse qui ne méritait pas l'oubli dans laquelle elle était tombée, en tout cas au niveau de la recherche. Donc vous voyez, chaque fois qu'on tombe sur un sujet comme ça, on essaye de l'approfondir, et puis il arrive tout simplement qu'on reçoive une proposition d'article, on l'accepte ou on ne l'accepte pas, mais qui élargisse aussi le champ. Donc on essaye, si vous voulez, de maintenir une certaine curiosité. Alors cette revue finalement, elle est éditée tous les combien, semestriellement? Un peu plus semestriellement, parce que nous sommes partis à 2 numéros par an, donc semestriellement, mais depuis 3 ans, nous avons aussi un numéro spécial. Alors, nous en fait une année sur la Grande Loge nationale de France, française plutôt. Nous en avons fait un autre qui a eu beaucoup de succès sur l'ésotérisme extrême droite, pour essayer d'aller voir un petit peu, c'est là que nous sommes critiques, comment, y compris à l'intérieur de la maçonnerie, il y en a qui frayaient dans des eaux que nous apprécions guère. Et puis, on en prépare un pour la saison 78 sur la question de la transmission. Alors, qui devrait, en gros, tourner autour de comptes rendus d'expérience dans des domaines extrêmement variés. La maçonnerie aussi, mais pas forcément, mais bien plus large. Des comptes rendus d'expérience par un maçon, par un moine, par un druide, par un homme de théâtre, par un pédagogue, ça va être... on va essayer vraiment de faire du protéiforme et de prendre le risque de l'élargissement. Alors, c'est vraiment un risque, mais parce que nous adressons peut-être à des gens qui n'ont pas l'habitude d'écrire des articles académiques, mais là on aura un travail d'édition derrière. On va essayer de ça, on a pris ces décisions, on essaye d'ouvrir pour, si vous voulez, on a toujours la tentation de creuser les sillons que l'on connaît bien, et ça demande beaucoup d'efforts pour gérer cet élargissement que nous avons décidé de promouvoir depuis le début. Parce que les auteurs que nous ajoutons à notre portefeuille ne sont pas forcément rodés à des méthodes, mais notre boulot c'est aussi de les roder à ça, et voilà, c'est un peu dans les deux sens.